Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Nouvelle édition de Questions de mobilité, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en direct du Mondial de la mobilité et je reçois aujourd'hui donc deux start-upers / entrepreneurs, Maxime Grandjean, fondateur et président de Bonnie & Car. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Et je reçois également Jérôme Dauphy, qui est cofondateur et président de Vélone. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Tout se passe bien pour vous deux depuis le début de ce mondial de la mobilité ? Oui, très bien. On a beaucoup de monde. En plus, nous, on fait partie du stand France Autotech. Et c'est vrai qu'il y a toutes les startups qui sont regroupées au même endroit. Et ça intéresse pas mal de monde. Et vous, monsieur Dauphy, tout va bien ? Également. Très bien, super. Question de mobilité, ça commence tout de suite ? Alors, on va commencer par vous, Maxime Grandjean. Je le disais, vous êtes fondateur et président de Bonnie & Car, un site d'aide à la vente entre particuliers. C'est bien cela ? Absolument. On simplifie la vente entre particuliers, auto, moto, scooter, sur tout le territoire français. Et comment vous faites ça ? Alors concrètement, on va fonctionner un petit peu comme une agence immobilière qui s'occuperait de la vente de votre appartement ou votre maison. On va prendre en charge l'intégralité de la vente à votre place et grâce à ça, on va permettre d'avoir des prix beaucoup plus intéressants qu'une reprise sèche en concession et pas les tracas de la vente entre particuliers classiques sur les grandes plateformes connues. Dites-nous, faites-nous une petite situation. Imaginons, moi, voilà, j'ai envie d'être utilisateur de Bonnie & Car. Comment ça se passe ? Alors, nos clients, c'est avant tout les vendeurs qui ont un véhicule à vendre. Donc, la première étape, ça va être de les accompagner sur définir un bon prix de vente. Donc ça, on fait une étude de marché par rapport à la situation du véhicule. Et on va pouvoir, en illustrant avec des véhicules similaires, on va pouvoir expliquer quel est le bon prix, quel est le bon positionnement à avoir. Et ça demande un peu de connaissances et de savoir-faire. Et ça, on en fait bénéficier à nos clients parce qu'on le fait pour des centaines de clients. Donc on a l'habitude et on sait où est-ce qu'il faut se placer pour pouvoir avoir une vente qui va ne pas durer trop longtemps et être efficace sans négociation. Et justement, c'est quoi votre expertise dans ce domaine pour réussir un benchmark, on va dire ça comme ça ? On a développé des outils en interne qui nous permettent de regarder en fonction des différentes plateformes qui existent sur le marché pour un véhicule donné et de se positionner au bon prix, au juste prix, tout en garantissant des délais maîtrisés de vente. Plus on va dire un réseau social, une plateforme qui met en relation les gens. L'essence de Bonnie & Car, c'est d'aider justement les personnes à vendre efficacement leur voiture en leur apprenant à faire une bonne annonce, ce qui n'est pas forcément évident, quoi. Absolument. En fait, on va gérer pour eux l'intégralité de la diffusion et de la multidiffusion de leurs annonces. Donc, ils nous confient les photos du véhicule, la carte grise, les documents d'entretien, etc., le maximum d'informations. Et ensuite, nous, on fait notre travail de mise en forme et on diffuse sur des dizaines de plateformes pour assurer le maximum de visibilité. C'est nous aussi qui recevons tous les appels des acheteurs intéressés et on sélectionne évidemment ceux qui sont sérieux, qui ont un vrai projet d'achat, qui ont les finances pour. Et s'ils ne les ont pas, on a d'ailleurs un partenaire de financement qui peut les aider, mais ça c'est plus côté acheteur pour le coup. Et du coup, les acheteurs, quand ils voient une annonce sur Bonnie & Car, simplement, ils vous contactent et ils vous demandent également votre avis sur cette annonce. Absolument. Pour les acheteurs, c'est tout bénef parce qu'ils ne payent pas le service et ils vont bénéficier d'un mécanicien qui sera présent le jour de la vente, qui est un petit peu notre émissaire sur place pour assurer le bon déroulement de la transaction, que ce soit administratif et financier bien sûr, mais aussi état des lieux du véhicule, où il apporte toute sa compétence en tant que spécialiste sur l'état des lieux du véhicule. Donc dans un premier temps, vous aidez le vendeur à bien se positionner sur le marché, à bien faire son annonce, etc. Et en même temps, vous aidez l'acheteur en faisant venir le jour de l'achat un contrôleur qui va lui donner l'état exact du véhicule. Exactement, ça va être un support pour lui, d'abord pour vérifier la conformité des informations qui ont été déclarées sur notre site internet. Donc ça c'est le premier point. Nous on s'engage auprès des acheteurs potentiels en disant voilà, ce que vous voyez c'est ce que vous aurez. Et donc le mécanicien est aussi là pour être notre relais sur place pour s'assurer que c'est bien conforme, et en plus c'est un relais si jamais il y a des questions spécifiques sur un véhicule. Là, je
prends un exemple tout bête, hein, mais l'état des pneus, ils avaient été déclarés en très bon état. Là, je me pose une question, est-ce qu'ils sont vraiment en très bon état? Ah, mais oui, ça, c'est simplement l'usure normale du véhicule. Vous voyez, le témoin d'usure, il est là, et toute la pédagogie qui peut intervenir dans ces cas-là. Je prends le cas des pneus, mais ça pourrait être sur plein d'autres organes mécaniques ou esthétiques. Qui sont ces contrôleurs, justement, qui viennent sur place le jour de la vente? Alors, ce sont des contrôleurs qui peuvent justifier de plus de 2 ans d'expérience en mécanique. Donc, ça peut être des retraités qui étaient anciennement mécaniciens, ça peut être des gens qui ont fait un passage par l'armée où ils étaient mécaniciens à l'armée. L'idée, vraiment, c'est que ce soit des gens qui s'y connaissent en mécanique, qui sont capables de comprendre, expliquer une situation sur un véhicule et trouver ensemble, entre l'acheteur, le vendeur et le mécanicien, la réponse adaptée à une question ou un sujet. Vous les testez? C'est quoi le moyen de les recruter? On sélectionne sur leur CV, sur qu'est-ce qu'ils ont comme expérience en background. On travaille aussi avec des plateformes qui sont spécialisées dans justement ces réseaux de mécaniciens. On travaille par exemple avec EasyVerif qui partage d'ailleurs le stand avec nous. Qu'on a eu déjà ici pour la question de mobilité. Voilà, exactement. Donc on travaille main dans la main avec eux et eux ont leur propre procédure pour sélectionner leurs agents. Oui, on en avait parlé d'ailleurs avec EasyVerif. Oui. Exactement. Ce côté possibilité d'apporter un complément de revenus à, comme vous le disiez, certains retraités de la mécanique, etc. Mais ça, c'est pas vous qui le gérez chez Boni & Car? Non, du coup, nous, on travaille pas que avec EasyVerif, mais essentiellement avec EasyVerif pour les missions, puisqu'ils font auto-moto et nous, on fait auto-moto également. Donc, du coup, on travaille beaucoup avec eux. Mais donc, quand ce sont leurs agents, c'est vrai qu'on leur sous-traite la partie recrutement, encadrement, qualité sur les agents. Et après, on a notre propre flotte d'agents. Et donc là, on applique les mêmes procédures, mais chez nous. Quelles sont vos marges avec vos agents à vous sur ce que eux vont gagner sur une intervention et vous, ce que ça va vous rapporter? Ça nous rapporte rien, c'est un coût, c'est un poste de coût, le déplacement d'un mécanicien. L'idée, c'est vraiment d'apporter un service complet qui garantit un certain sérieux et une efficacité de la transaction. Voilà. Ça évite, dans une vente entre particuliers, il y a toujours l'acheteur et le vendeur. Et parfois, quand une situation, il y a un point de discussion, l'avantage d'avoir un mécanicien sur place, c'est qu'il est neutre, il est extérieur, il n'est ni acheteur ni vendeur, et il va pouvoir apporter son regard critique par rapport à une situation et calmer potentiellement une situation qui déraperait. Ce sur quoi vous gagnez de l'argent, du coup, c'est surtout dans votre accompagnement du vendeur dans la mise en place de son annonce. Voilà, nous, notre métier, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z du projet de vente du vendeur, donc du pricing, diffusion, qualification des acheteurs, organisation du rendez-vous, présence d'un mécanicien, et ensuite, après-vente, on l'oublie trop souvent, mais une fois que la vente a eu lieu, on est toujours là pour répondre aux questions, si jamais il y en a, sur l'immatriculation. En ce moment, avec la NTS, il y a toute une nouvelle démarche qui se fait en ligne. On ne va plus en préfecture pour les cartes grises. Donc nous, on est là en support si jamais il y a la moindre question pour aider les acheteurs ou les vendeurs. Et c'est quoi votre prix? Du coup, aujourd'hui, je suis vendeur, j'ai besoin de Boni & Car pour mettre en ligne une annonce. Combien je vais devoir payer? Alors on a deux commissions. On a une commission variable qui est de 4%. On y tient, c'est pour prouver qu'on est aligné en termes d'intérêt avec le vendeur et on veut vendre le plus cher possible. On n'est pas là pour casser les prix, on est là pour faire en sorte qu'on vende le plus cher possible. Donc ça, c'est 4%. Et ensuite, on a une part fixe qui est en fonction de si c'est un 2 roues, dans ce cas, c'est 250 €. Et si c'est une voiture, c'est 400 €. Est-ce que vous avez créé Boni & Car parce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, beaucoup de vendeurs surévaluaient la valeur de leur véhicule? Alors absolument. En fait, une des raisons pour laquelle on existe, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, que vous voulez vendre votre véhicule, soit vous allez voir un professionnel qui vous fait une reprise et c'est une offre très très basse, soit vous allez vous débrouiller par vous-même et là,
il y a un manque de connaissances, forcément. Les gens ne vendent pas des véhicules tous les 2 jours, ils vendent des véhicules tous les 5 ans. Oui, puis il y a la volonté de se faire le plus d'argent possible. Et il y a l'appât du gain. Et en fait, ce sont des mauvaises stratégies parce que avoir un prix très haut, ça veut dire pas d'appel. Ça veut dire que si jamais on a un acheteur intéressé, au bout d'un mois, on se dit tiens, pourquoi pas avancer avec lui. Et si vous faites une offre ras les pâquerettes sur place, en payant en cash, vous allez presque être tenté d'accepter, alors que mis bout à bout, vous auriez pu bénéficier de nos conseils et faire en sorte que vous gagniez plus, et en plus en apportant beaucoup plus de sécurité. Vous connaissez justement, je sais pas, le chiffre, le pourcentage de personnes qui au final n'arrivent pas à vendre leur véhicule parce qu'ils le surévaluent? C'est énorme, mais il y a plus de 8 annonces sur 10 qui ne se vendront pas à leur prix. 8 sur 10, ouais. Ok. Donc si vous voulez, il faut bien se rendre compte, sur les grandes plateformes de petites annonces, on pense à Le Bon Coin, on pense à Paris Vendu, on pense à toutes ces grandes plateformes. Les véhicules que vous voyez sont ceux qui ne sont pas vendus. D'accord ? Ceux qui sont vendus, ils ont disparu. Donc en vérité, vous avez une photographie qui n'est pas représentative des prix de vente de votre véhicule. Donc ce qui va compter, ça va être ceux qui vont être positionnés en premier. En termes de prix, et c'est là que le marché est dynamique. En dehors, ce sont des véhicules dormants, et c'est des véhicules qui vont finalement baisser de prix quelques semaines plus tard, parce que les vendeurs n'auront pas réussi à avoir de touche, tout simplement. Il y a combien d'utilisateurs de Bonnie & Car aujourd'hui côté vendeur? Aujourd'hui, on accompagne à peu près 1000 clients par mois. On commence évidemment par des estimations de prix, des accompagnements sur le prix, c'est notre premier point de valeur. C'est gratuit d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent pour simplement profiter de notre savoir-faire sur l'estimation de prix. Et donc, à peu près 1000 dossiers par mois, oui, on accompagne. Ok, et vous avez un taux de réussite de vente qui est à peu près de combien ? Quand on nous fait confiance sur les prix qu'on suggère, on vend en général en moins de 45 jours les véhicules. Et on vend 80% des véhicules en moins de 45 jours. Et du coup, vous avez aussi cet aspect où il faut que ça se renouvelle assez rapidement, quoi. Absolument, ouais. Ouais. Il y a une rotation de notre inventaire permanente. Le but, c'était aussi, dans un certain sens, en plus d'accompagner les vendeurs dans leurs annonces, d'éviter les arnaques qui sont un peu trop fréquentes, qui sont pratiquement, on va dire, monnaie courante dans ce domaine des petites annonces de vente de véhicules sur Internet. Absolument. Et pour l'acheteur, c'est vrai qu'avoir un tiers de confiance, c'est un gage de sécurité, comme pour le vendeur, bien sûr. Tout le monde y gagne. Les acheteurs profitent de services qu'ils n'auraient pas s'ils achetaient chez un particulier. Nous, on a des partenaires pour le financement, pour les garanties, pour toutes sortes de... Vous travaillez avec des assurances ? On travaille avec des assurances, absolument. Ouais. On a mis en place un comparateur d'assurance qui permet aux acheteurs qui veulent prendre une assurance au bon prix par rapport à leurs besoins, d'avoir immédiatement des suggestions de différents assureurs. On essaye d'accompagner au mieux nos clients, que ce soit vendeurs ou acheteurs, dans leurs problématiques d'achat et de vente. Quelle est votre santé financière aujourd'hui, votre développement? Où en êtes-vous? Alors, on évolue sur un marché très concurrentiel avec des gros acteurs industriels qui captent beaucoup du marché, mais on progresse parce que effectivement cette troisième voie entre la vente entre particuliers et la reprise sèche, c'est une voie qui est intéressante et qui commence petit à petit à rentrer dans les mœurs. On n'est pas les seuls sur ce secteur, d'autres gens font cette proposition de valeur, et donc tous ensemble, petit à petit, les gens commencent à comprendre que avoir un tiers de confiance avec des technologies qu'on a déployées, c'est de la chance pour tout le monde et il faut en profiter. Quelles vont être vos grandes échéances à venir pour Bonnie & Car? On a un objectif pour passer le cap de 500 ventes par mois en 2019. C'est ce cap qu'on essaye de suivre au mieux. Et si on le passe, derrière, on aura l'ambition d'aller à l'international. Merci beaucoup. Maxime Grandjean, fondateur et président de Bonnie & Car. Vous restez avec nous. Nous allons maintenant parler de Vélone. Jérôme Dauphy, rebonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Vélone, une entreprise
qui a construit une voiture volante appelée Pégase, c'est bien ça? Tout à fait. Alors expliquez-nous, Pégase, ça consiste en quoi? À quoi ça ressemble? Quel est ce véhicule volant, cette voiture volante? Alors, ce concept de voiture volante, c'est à la fois un véhicule tout-terrain, capable de se déplacer sur route ou en dehors des routes, et convertible en ULM paramoteur. Donc entre 50 et 100 mètres, vous êtes capable de décoller, monter à 3000 mètres, vous volez à 80 km/h et vous pouvez vous poser en une dizaine de mètres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet un peu fou? Une envie totalement folle. C'était il y a quelques années l'envie de faire le premier tour du monde en 80 jours sur les traces de Jules Verne en voiture volante. Vous citez beaucoup Jules Verne sur votre site, c'est vraiment une source d'inspiration pour vous? Oui. Oui, énormément. Ce matin, je vous ai entendu parler de l'épouvante de Jules Verne avec Robur et les maîtres du monde. Ça vient en partie de là. Ok, très bien. Et alors, ce tour du monde, il est pourquoi? Alors pour ça, il nous faudrait trouver des sponsors. Ouais. Mais l'année dernière, on a réalisé la première étape entre Paris et Londres. Donc on s'était lancé le défi de traverser la Manche avec la voiture volante et c'est ce qu'on a fait. Racontez-nous d'ailleurs ce périple. Pourquoi vous avez eu envie de faire cette traversée de la Manche entre Paris et Londres et puis finalement prouver qu'on pouvait, Paris, on sait le bord de la Manche, vous vouliez vraiment prouver qu'on pouvait atterrir en Angleterre et puis se remettre à rouler et puis rouler dans Londres avec sa voiture alors que 2 ou 3 heures avant, on était en France. Tout à fait. L'idée, c'était de montrer les performances du véhicule. Donc on voulait essayer de trouver une idée un peu qui sorte de l'ordinaire pour se démarquer. On s'est replongé sur les traces des pionniers de l'aviation. Et il faut savoir qu'il y a en 1909 à Paris, Santos Dumont se baladait avec son dirigeable sur les Champs-Élysées. Il se garait, il venait attacher son dirigeable aux arbres, il allait déjeuner au Fouquet's et ensuite il rentrait chez lui. Et Santos Dumont était très proche de Louis Cartier. D'ailleurs, il y a toute une histoire, parce qu'à l'époque, on prenait des montres à gousset, on les attachait aux genoux pour voler, et il a demandé à son ami Louis Cartier de lui trouver une solution, et c'est de là qu'on a créé les montres à bracelet. Donc il y a toute une histoire entre Louis Cartier et Santos Dumont, et grâce à Cartier qui nous a soutenus pour ce projet, on a pu monter cette idée donc de partir des Champs-Élysées pour rejoindre Londres en voiture volante. Vous parlez beaucoup de l'histoire, là. Vous parliez de Jules Verne, vous venez nous parler de cette anecdote. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Quel poids ça a, justement? Vous avez l'impression d'être une sorte de pionnier qui s'inscrit dans cette histoire-là aussi? Les avions et les voitures, ça fait plus d'un siècle qu'elles existent, mais jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à allier les deux. Parce qu'une voiture, c'est quelque chose de très lourd, qui n'a pas besoin forcément de puissance, alors qu'un avion doit être très léger avec énormément de puissance. Donc mixer les deux modes était extrêmement compliqué. Et là, l'idée, c'est de réaliser une première mondiale avec cette traversée de la Manche. Pour que les gens imaginent bien, se rendent bien compte à quoi ressemble Pégase. Alors comment ça se passe? Vous avez des ailes qui se déplient, vous avez une grosse hélice à l'arrière. À quoi ça ressemble exactement? Alors, le véhicule possède une hélice à l'arrière. Ensuite, on utilise une voile de type parapente, paramoteur. Donc le principe, c'est que ça peut se compacter très facilement, on range ça dans un coffre. Et lorsque vous changez de mode, vous garez, vous trouvez un champ, vous étalez la voile derrière le véhicule. Et puis ensuite, il suffit juste de démarrer et puis de se mettre face au vent et décoller. Et comment ça marche une fois qu'on est en l'air? On se sert du volant ou comment ça fonctionne? Comme un paramoteur classique. On utilise des freins donc aux mains pour piloter la voile. D'accord, donc on a à l'intérieur le pilote qui ne se sert pas du volant mais des fils qui relient la voiture au parapente pour pouvoir se déplacer. Des freins, pardon. Je ne connaissais pas du tout le lexique technique. Vous parliez tout à l'heure de votre voyage au-dessus de la Manche. Vous avez aussi fait des projets en Espagne, il me semble. Non, on n'est jamais allé en Espagne. Non, il me semble avoir vu ça sur votre chaîne YouTube, une sorte de voyage en Espagne. Non, c'était pas nous. Eh bien écoutez, je suis vraiment désolé. Je sais dommages collatéraux des questions de mobilité. Vous parlez d'une voiture homologuée sur votre site et même quand vous en parlez, vous dites j'arrive, je prends ma voile, je la mets dans mon coffre et puis je peux repartir et puis après si je trouve un champ, je la redéplie et puis je repars. Mais comment ça se passe en termes de loi justement aujourd'hui pour Pégase? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser? Est-ce que vous êtes homologué? Dites-nous tout. Alors le but c'est de viser une double homologation, l'homologation routière et l'homologation aérienne. Pour l'homologation routière, vous avez tout un système d'homologation. Donc, pour l'instant, on est au stade de la RTI, réception à titre isolé.
Et lorsqu'on pourra vendre en série, on passera à une homologation européenne où on peut vendre comme les constructeurs en série de véhicules. Donc il faut respecter un certain nombre de critères. Donc les critères, c'est le poids, les dimensions, les feux, les clignotants, le dashboard, l'essai extérieur. Si jamais vous percutez un enfant, ne pas le blesser. Et puis les contraintes les plus importantes pour nous, c'est la puissance moteur et les normes anti-pollution et le bruit. Et un brevet pour le pilote, je suppose? Alors pour piloter l'engin, oui, il faut un brevet du LM par moteur. Ok, comment, c'est long à avoir, c'est cher? Alors il y a différentes étapes. La première étape, c'est apprendre à piloter un paramoteur classique, décollage à pied. Ça, en 15 jours, vous pouvez être breveté assez facilement. Ensuite, il faut prendre de l'expérience, bien maîtriser la voile et passer une qualification pour avoir emport passager et qualification au chariot. Quels ont été les plus gros problèmes, les plus gros soucis ou les obstacles les majeurs que vous avez eu à affronter parce que vous parliez de Jules Verne, lui-même disait que le plus dur dans le fait de construire une voiture volante qui peut vraiment voler, c'est ce rapport poids une fois qu'on est sur la route, puissance une fois qu'on est dans les airs. Ça a été ça les plus gros obstacles? Tout à fait. Et les questions réglementaires. Parce que les questions réglementaires, vous êtes limité en kilos, donc en poids à vide pour décoller. Donc il faut jongler avec les deux modes, parce que avoir un aéronef qui fait moins de 300 kg et sur lequel vous devez rajouter un moteur pour rouler sur la route, des feux qui ne sont pas utiles, enfin il y a beaucoup d'accessoires totalement inutiles en vol que vous êtes obligé de mettre réglementairement sur la route. Oui, là, donc ça alourdit énormément le véhicule, et donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché en fait de l'ancienne équipe d'Alain Prost sur le Trophée Andros pour aller chercher la légèreté. Donc c'est vraiment un véhicule de compétition ultra léger, ça fait quasiment le poids d'un scooter, alors que c'est un véhicule classique. Mais vous aviez les inconvénients des deux domaines, quoi, de la terre et de l'air. Voilà. Okay. Sachant que pour l'air, ça apporte aussi d'autres contraintes, parce qu'il faut être capable que la structure résiste à un certain nombre de G. Et ça, ce sont des contraintes que ne connaît pas le monde automobile. Et combien de temps ça a pris pour qu'on ait une idée de traverser la Manche entre la France et l'Angleterre? Alors on a fait 1 heure de vol et 30 minutes au-dessus de la Manche. D'accord, ok. Et vous parliez tout à l'heure de cette homologation européenne qu'il vous faut pour pouvoir construire en série. Vous en êtes où de ça? Alors ça dépendra surtout des volumes. Pour l'instant, en RTI, on peut vendre 15 véhicules par an. Donc dès qu'on dépassera le seuil de 15 véhicules par an vendus, on s'orientera vers l'homologation européenne. On a parlé ici dans un voyage en mobilité de la voiture volante, du véhicule volant et de son futur. Quel regard vous avez sur ce domaine de la mobilité qui devrait arriver incessamment sous peu? On ne sait pas encore. Alors nous, on est parti sur un autre axe, parce qu'on parle beaucoup actuellement des taxis volants, sachant que les taxis volants se rapprochent plus des hélicoptères et il y a une énorme problématique réglementaire là-dessus. Nous, on s'adresse plus au marché des pays en manque d'infrastructures routières. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir se déplacer là où on ne peut pas le faire en voiture uniquement. D'accord. Quels sont ces pays, par exemple, sur lesquels vous êtes reposé? Alors vous avez l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique. Et l'usage précis de Pégase, ce serait ça, par exemple? Alors l'usage précis, pour nous, on vise 3 types de marchés. Vous avez d'abord un premier marché militaire pour des missions de surveillance. Vous avez aussi des marchés des professionnels. Donc dans les pays où justement il n'y a pas de route, ou alors s'il faut énormément de temps pour faire un trajet entre A et B, c'est passer par les airs pour raccourcir le temps de livraison. Donc ça peut être la livraison de marchandises, de médicaments, de pièces détachées, de transport de fonds. On peut faire de l'écotourisme aussi, un safari volant par exemple. Donc il y a une multitude d'applications qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. On peut être plusieurs assis dans Pégase? Alors réglementairement c'est biplace. D'accord. Ok. Et le Pégase que vous avez construit aujourd'hui, c'est biplace aussi? C'est un véhicule biplace. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, vous parliez justement de cette différenciation des usages et des domaines. On ne risque pas de retrouver Pégase en ville un de ces jours? Si, parce que le principe, c'est que vous pouvez garer le véhicule dans votre garage et puis partir de chez vous. Suis-je bête? Voilà. Ah oui, d'accord, c'est une question bête. Et puis pour la traversée de la Manche, en fait, on est parti des Champs-Élysées pour aller à Trafalgar Square. Donc on peut se balader dans Londres et dans Paris sans problème. C'est super, ça fait rêver, quoi, mais ouais, moi en tout cas j'ai vu votre vidéo, je me suis dit j'aimerais bien faire ça. Vous pouvez m'en prêter une ou pas après l'émission? J'ai pas mon brevet mais je me démerde pas trop mal.
On verra, on va en discuter. Vous avez également d'autres services, comme vous le disiez, comme les paramoteurs pour l'armée. Vous proposez même justement des formations. Alors dites-nous en plus. Justement, pour utiliser le Pégase, il faut se former dessus. Donc c'est pour ça qu'on propose une offre globale avec formation, paramoteur décollage à pied et ensuite le Pégase. Combien ça coûte aujourd'hui un Pégase? Une Pégase, un Pégase, je sais pas. Alors, le Pégase, Pégase, ouais. Ah oui, c'est mieux. c'est un véhicule sur mesure, donc pour l'instant on est à un ordre de prix environ 150 000 €. D'accord, ok. Donc c'est le prix d'un petit avion carbone. La seule différence, c'est qu'on peut se déplacer en ville sans problème. D'accord, très bien. J'ai envie de dire respect. Je suis un peu époustouflé. Enfin, je vous dis, j'ai vu vos vidéos. J'ai adoré. Quels sont vos projets à venir avec Velon? Alors actuellement, le but c'est de faire un maximum de démonstrations avec le véhicule. Donc on espère partir en Afrique. Justement, il y a un projet de démonstration dans des parcs nationaux africains. Et puis après avoir traversé la Manche, l'idée pour nous, ce serait peut-être de tenter la traversée de la Méditerranée. Et après de l'Atlantique? L'Atlantique, ça risque d'être un peu plus compliqué en termes d'autonomie. Est-ce que justement, comment est alimenté le Pégase? Alors c'est un réservoir de samplon 95. Donc vous allez à la station-service pour refaire le plein pour pouvoir décoller. Ah oui, vous n'êtes pas trop sur la tendance véhicule électrique dont tout le monde parle aujourd'hui? On en parle, mais après, c'est plus des questions d'autonomie. Si vous voulez avoir une autonomie suffisante, pour l'instant, le thermique est la seule solution. C'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? On réfléchit énormément là-dessus. D'accord, non, mais je ne veux surtout pas divulguer des secrets ici en direct. Simplement, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner une petite fiche technique du Pégase? C'est-à-dire pour que tout le monde se rende bien compte à quelle hauteur il va, à quelle vitesse il peut aller, que ce soit sur terre, dans les airs. Alors sur route, en tout terrain, vous pouvez aller jusqu'à 110 km/h. En vol, la vitesse moyenne est de 70-80 km/h. On peut voler à quelques mètres du sol jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et pour se poser, on le fait une dizaine de mètres, vous freinez et la voile s'affale. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter? Disons que pour nous, c'est un concept qui offre une liberté de degré supplémentaire. C'est vraiment, par rapport à une voiture, on a toujours la possibilité de s'échapper et de décoller à un moment ou à un autre. Il y a cette notion de voyage avec le Pégase. Tout à fait. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jérôme Dauphy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Velon. Merci beaucoup. Vous étiez assis aux côtés de Maxime Grandjean, fondateur et président de Bonnie & Car. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission Question de mobilité. Vous pouvez bien entendu la retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Je ne le dirai jamais assez, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous sommes ultra modernes. N'hésitez pas donc à nous poker. Je ne sais pas si ça existe encore cette chose. Je ne sais plus ce que je dis, je suis trop fatigué. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Questions de mobilité ou Voyage en mobilité, au cœur bien entendu du mondial de la mobilité. À la prochaine.